Je ne crois pas avoir eu Sophie la girafe pour vous répondre, Alban. C'est très dommage. Il est 8h13 sur Europe 1, c'est l'heure de l'interview politique. Bonjour Éric Woerth. Bonjour. Vous êtes le député LR de l'Oise, président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, ancien ministre du budget. Le débat, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon, vous avez regardé Éric Woerth? Écoutez, je l'ai regardé un tout petit peu, je ne vais pas tout regarder parce que c'était globalement quand même assez ennuyeux. J'ai trouvé que c'était un débat, c'était une conversation assez animée d'ailleurs parfois entre les deux. C'était pas quelque chose qui s'adressait aux Français. Chacun s'adressait à l'autre et ça n'avait pas vocation, me semble-t-il, à s'adresser aux Français. C'était très enfermé comme débat. Il y a une obsession aussi quand même. Alors on connaît les obsessions de Mélenchon. Les obsessions de Zemmour, on les connaissait aussi puisqu'il les exprime depuis très très longtemps. Enfin, un président obsédé, l'un ou l'autre, je ne crois pas que ce soit une bonne chose pour la France. Qu'est-ce que ça dit selon vous Alors on n'a pas encore les audiences, ça tombera à 9h, mais malgré tout l'espèce de buzz quand même très fort qu'il y a eu autour de ce combat, comme disait Jean-Luc Mélenchon, qu'est-ce que ça dit de la vie politique française actuelle ? Qu'elle se cherche. Et c'est normal, au fond, on est dans une énorme phase de transition sociale, numérique, écologique, enfin de tous ordres, avec quand même un réalignement des grandes puissances. Et donc les uns et les autres se cherchent, et la vie politique se cherche aussi, parce que les idées à mettre en œuvre ne sont pas toujours tout à fait conformes à ce qu'attendent les opinions publiques. Oui. C'est le grand succès des populistes quand même, c'est ce match-là. Les deux le revendiquent comme tel, Éric Woerth. Oui, c'est le succès des populistes et du souverainisme qui veut pas dire grand-chose. On se drape dans les trois couleurs et puis ça s'arrête là en fait. L'identité de la nation, elle n'est pas, on peut pas la décréter. L'identité de la nation, c'est le fruit de beaucoup de travail. C'est une nation qui progresse et qui donc conserve son identité et en même temps la fait progresser comme elle le souhaite. Mais la maîtrise de l'identité, c'est pas du tout le débat Mélenchon et Zemmour qui ont une vision historique et datée des choses. Mais l'écho que ça reçoit chez les Français, ce thème de l'identité, ce thème de la perte d'identité, ce sentiment de déclin également qui est exprimé par les Français au fil des sondages, Éric Woerth. Je ne partage pas du tout l'idée que la France serait au fond un énorme cauchemar, qu'on vivrait chaque jour un enfer. Il y a des Français qui vivent très difficilement, personne ne dit le contraire, et Dieu sait que notre modèle social essaye aussi, mais c'est pas toujours une question d'affaires sociales d'ailleurs, essaye de rééquilibrer les choses. Il y a beaucoup de choses à transformer. Mais la France, elle n'est pas ce pays totalement à la dérive, comme disent un certain nombre. Je ne partage pas ce diagnostic. Je pense que c'est un très mauvais diagnostic et qui aboutit évidemment dans ce cas-là à très mauvaises solutions. Les vraies solutions, c'est de se prendre en charge, c'est de s'assumer. Sur l'immigration, c'est d'assumer qu'on a besoin d'un peu d'immigration comme tous les pays et depuis toujours, et qu'en même temps, on a le droit de la maîtriser totalement. Mais ce on qu'on ne a peut-être échoué à faire depuis longtemps, Éric Woerth. Oui, mais on continuerait. Avec un populiste, ce serait encore pire, parce que comme on ferait pas grand-chose d'autre, ce serait un pays qui se replierait sur lui-même. Le populisme, c'est la version dégradée de la démécratie. C'est d'aller dans le sens du peuple. Les populistes disent au contraire. C'est la version authentique de la démocratie, puisque c'est la voix du peuple. Oui, mais je veux dire, parce qu'ils sont pas dans le siècle. Ils sont ailleurs. Alors ça obtient un écho, parce que c'est des arguments toujours très simples, voire simplistes. Si c'était simple, ça se saurait. Et d'ailleurs, tous les populistes qui ont traversé l'histoire, on les appelait différemment. Il y a eu beaucoup de figures populistes qui ont traversé l'histoire. Général de Gaulle jamais perduré. Mais Général de Gaulle était-il un populiste ? Ah non, pas du tout. Justement, il a pris des décisions qui étaient contraires à l'opinion publique, à l'opinion du temps, au sondage. Évidemment qu'il il avait un sens et une vision du pays extraordinairement moderne. C'était aussi des rapports de force, mais en même temps, il a reconstruit, ou il a commencé à reconstruire la France avec l'Allemagne après la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais la rencontre de l'homme et du peuple, l'élection présidentielle face à la République des partis, des coalitions, comme on avait sous la 4e République, est-ce que ça n'est pas du populisme? Pas du tout. Le peuple n'a rien à voir avec le populisme. Le populisme, c'est de la démagogie. C'est assez simple. D'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'un gouvernement populiste. Il suffit de mettre un ordinateur, d'y mettre toutes les milliers de données qu'on sait faire aujourd'hui, et tous les jours, il prendra une décision populiste. C'est la technocratie, ça. C'est assez simple. C'est une forme de marketing identitaire qui est une version dévoyée de la grandeur de la France. Assurer la grandeur de la France et donc le bonheur de son peuple, et aussi rendre les Français plus heureux.
généreux. C'est au fond ce qu'on cherche quand même tous collectivement. C'est quand même à un moment donné, d'abord la voie de l'effort. Alors pas le sang et les larmes, mais la voie de l'effort. Et le gaullisme, c'est une idéologie de l'effort. Éric Woerth, chez vous, chez les Républicains, les militants doivent voter demain samedi sur la méthode de désignation du candidat à l'élection présidentielle. Alors, il y a deux scénarios. Une primaire ouverte à tous les sympathisants de droite sur le mode de ce qui s'était fait en 2016 avec, à l'époque, on s'en rappelle, un grand succès, 4 millions de votants. Ou bien un congrès qui serait à ce moment-là réservé aux adhérents. Alors, c'est la deuxième option, c'est-à-dire la primaire fermée qui semble recueillir davantage les faveurs tant des militants du parti que des sympathisants. Est-ce que ça vous surprend ? C'est ce manque d'envie d'un vrai match à droite ouvert à tous ceux qui se disent de droite. Moi, ce qui me surprend, c'est que au bout de 5 ans, quand même, c'est un constat négatif, je le sais bien, mais je le fais, et puis je le ferai plus, c'est qu'au bout de 5 ans, on n'est pas réussi à accoucher à la fois d'idées très identiques et puis de quelqu'un qui les porterait d'aussi identifiés. Donc on est obligé de passer par ce type de système. C'est dommage parce que je pense qu'on aurait pu et on aurait dû sans doute sur 5 années travailler autrement. C'est comme ça. À partir de ce moment-là, moi entre les deux options, j'ai pas vraiment de préférence. Enfin, j'ai du mal d'ailleurs à le dire. Je pense que si on veut que cet processus de sélection assume une forme de légitimité, c'est-à-dire augmente la légitimité de la personne qui sera désignée, il faudrait que la base électorale soit la plus large possible. Donc ce serait plutôt adhérents plus sympathisants. Je comprends bien que c'est compliqué. Je suis pas sûr d'ailleurs qu'on soit capable de l'organiser au jour d'aujourd'hui compte tenu du temps qui passe. Et pour quelles raisons ? Pour des raisons matérielles, des raisons budgétaires ? Parce que quand vous êtes obligé de recueillir beaucoup de noms, de les intégrer à des bases de données, de vérifier l'identité des personnes, ça prend évidemment sans doute beaucoup de temps. Mais vous craignez une forme d'entrisme au sein d'une éventuelle primaire de la droite, comme il faut peut-être toujours si on faire a très été attention à ça. Il faut contrôler l'identité. Si on dit que c'est vous qui votez, il faut vérifier que c'est bien vous. Enfin, tout ça est compliqué. Alors c'est très simple quand il y a 12 personnes. C'est plus compliqué si on s'adresse à des centaines de milliers de gens. Donc si la primaire était un moment de dynamisme pour l'élection, ce serait mieux d'avoir une base élargie. Alors évidemment, ça peut être aussi un moment de division, de fraction. On connaît évidemment tous les arguments qui s'opposent à tout ça. Alors peut-être que réserver les militants, c'est une simplicité biblique, mais ce n'est pas évidemment très légitimant. La direction du parti Les Républicains a commandé un sondage à l'Institut IFOP dont on a eu les résultats cette semaine. Elle consacre une légère avance de Xavier Bertrand. Il arrive en tête du sondage. Il est considéré comme le plus à même de battre tant Emmanuel Macron que Marine Le Pen. Juste derrière, il y a Valérie Pécresse, un petit cran en dessous, Michel Barnier. Est-ce que je peux vous demander, Éric Woerth, vers qui porte votre choix ? Moi, vous pouvez me le demander, mais je n'ai pas pour l'instant décidé du tout. Je connais évidemment très bien les candidats qui ont tous de grandes qualités, mais je pense que la France, elle est à une croisée des chemins. Alors, je voudrais pas qu'on dise ça à chaque fois, donc ça ne veut plus rien dire, mais je crois que c'est vraiment... C'est le slogan vraiment Zemmour, vrai. Hein. Oui, c'est surtout une expression. Il n'en a pas le monopole. Évidemment, elle est à la croisée des chemins, il y a beaucoup de chemins qu'on peut prendre. Et on voit bien sur plein de sujets de tous ordres. Notamment, par exemple, la transition sociale. Comment on fait qu'il n'y ait pas des laissés pour compte de l'évolution du pays et du monde ? Donc ça, c'est un sujet. Et que je souhaite que les candidats puissent s'exprimer là-dessus. Et moi, je choisirai le candidat que je soutiendrai. Évidemment, je prendrai parti dans cette élection présidentielle et j'y contribuerai activement lorsque chacun dira au fond ce qu'il a un peu dans le ventre. On peut pas avoir un président qui déçoive à chaque fois. On peut pas avoir eu Nicolas Sarkozy et puis de la déception. François Hollande n'a même pas continué à se représenter. Le président Macron a l'air d'avoir un socle important de confiance, mais s'il perdait, ça voudrait bien dire qu'à ce moment-là, on change de président au fond tous les 5 ans. Et ça, c'est assez difficile si on veut avoir des politiques continues, avoir une vraie cohérence dans la vie politique française. Il faut du temps pour installer les choses. Donc j'aimerais bien savoir ce que les candidats, nos candidats chez LR, pourront dire là-dessus, sur la continuité de la vie politique, parce que si on continue à décevoir, alors à ce moment-là, on sera au bord du gouffre. Là, c'est absolument certain. Et probablement la démocratie aussi. Quand on est la France, on peut pas se le permettre. Et les Français, je pense, ne le permettraient pas. Alors, je vous prends au mot. Il se trouve qu'il y en a un, on sait ce qu'il a dans le ventre, puisque ses idées, il les exprime. On en a parlé au début de cet entretien. C'est Éric Zemmour. Le Figaro écrivait que son équipe tenterait bien de l'inscrire à une éventuelle primaire chez LR. Est-ce qu'il est le bienvenu ? Non, pas du tout. Il a la dynamique pour lui.
dire. Oui. Enfin, d'abord, j'en ai un peu assez de tourner autour d'Éric Zemmour. Enfin, bon, ouais. C'est assez bizarre d'ailleurs de considérer que la France, elle doit absolument entrer dans une phase d'apaisement après la crise sanitaire, après les différentes crises. Il faut être apaisé, il faut se réconcilier, il faut du rassemblement, et puis se dire qu'un polémiste, puisqu'il est souvent présenté comme ça, soit la bonne personne pour le faire. Le polémiste, il crée des polémiques, et je suis pas sûr que ce soit très bien. Donc j'ai pas d'opinion sur tout ça, et la candidature d'Éric Zemmour, à un moment donné, d'abord il n'est pas candidat, et s'il est candidat, à mon avis, il commencera très très vite à lasser tout le monde. Éric Woerth, vous êtes aussi président de la commission des finances de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a présenté mercredi le projet de loi de finances 2022. Bon, budget à trous, hein, il manque des cases dans les colonnes dépenses comme recettes. Déficit important anticipé, 4,8%, c'est au-dessus des critères de Maastricht, mais qui sont suspendus depuis maintenant 18 mois. Le tout fondé quand même sur des prévisions de croissance jugées conservatrices. Le gouvernement, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise d'une certaine manière en termes de croissance. Mais malgré tout, vous dénoncez une euphorie dépensière. Est-ce que c'est une posture ou réellement vous avez une inquiétude sur les finances publiques ? Quand on regarde les choses, j'essaie de regarder toujours les choses objectivement. J'aime pas la caricature parce que, comme je disais, sur les mauvais diagnostics, ça aboutit à une très très mauvaise solution. Donc d'abord, c'est un budget dans lequel il y a une réduction des déficits par rapport à l'année dernière. Et on comprend pourquoi. On sort de la crise et la reprise est plutôt plus forte qu'on ne l'attendait, donc c'est une bonne chose. La croissance, elle est plutôt moins forte qu'elle ne sera en 2021. Donc on va se repositionner sur des... Et on se demandera à partir de combien on augmentera la croissance dans le futur. L'endettement, 6%, c'est cette année, 4% l'an prochain. 6% c'est cette année, donc on repasse à 4. Donc in fine, on a connu un pic de croissance au fond en 2021. C'est vrai pour d'autres pays, et puis tout d'un coup, ça va se calmer. Il faudra vraiment s'arrêter à un niveau très au-dessus de ce qu'on était en 2019. On aura perdu beaucoup d'argent, on aura perdu entre 280 et 300 milliards d'euros, définitivement. La France, elle perd 300 milliards d'euros par la crise. On ne rattrapera jamais ces 300 milliards d'euros. On peut rattraper les niveaux de 2019, mais on ne rattrapera pas ce qu'on a perdu. Il y a de la stabilité fiscale, c'est une bonne chose. Il y a eu beaucoup de baisses d'impôts durant ce quinquennat, une cinquantaine de milliards d'euros entre ménages et entreprises. Donc il y a des éléments positifs. Mais il y a un élément qui est très très négatif, qui est que on baisse les dépenses de relance, enfin les dépenses de relance, de soutien à l'économie. Donc la dépense globale du budget, elle est en baisse. C'est en baisse d'une trentaine de milliards d'euros. Donc c'est bien. Mais enfin, on retire des dépenses d'urgence, les dépenses exceptionnelles dues à la crise, les dépenses de crise, on les retire pour plus de 60. Donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de 30 milliards d'euros, d'un peu plus de 30 milliards d'euros, des dépenses ordinaires, des dépenses des ministères, et je ne crois pas qu'on puisse substituer, au fond, des dépenses ordinaires à de la dépense de crise, parce qu'on augmente le niveau, à ce moment-là, structurant, tous les jours, toutes les années. Pour les années qui viennent, on augmente le niveau de la dépense publique en France, qui est déjà extrêmement élevé, d'ailleurs, enfin... du parcours de 2022, on sera à 2 points de PIB au-dessus du niveau structurel de la dépense publique. La dépense publique n'est pas, c'est pas de l'orthodoxie. La dépense publique n'est pas en soi, dans un pays qui dépense déjà beaucoup plus que les autres, une solution. La solution, c'est pas toujours d'augmenter les moyens partout, et je le dis aux candidats aussi. La solution, c'est d'avoir une dépense publique plus efficace, plus maîtrisée, qui aboutisse aux objectifs qu'on veut. On peut pas sans arrêt les plus mauvais dans tous les classements et en même temps dépenser le plus. Et la question sera aussi de savoir, est-ce qu'on sort de cette crise dans une meilleure situation financière qu'on est rentré dans la crise. On était dans une faiblesse relative, et j'ai très peur que ce soit malheureusement le cas. Vous savez, on va dépasser les 3 000 milliards de dettes l'année prochaine. Donc c'est pas rien. Et le président d'aujourd'hui, il engage le président de demain. Que ce soit le même président ou que ce soit un autre président. Et c'est là où le risque de déception des Français serait très fort. Si la présidentielle est un concours de démagogie, eh bien à ce moment-là, évidemment, rien ne sera réalisé. Et ce sera la démocratie qui en souffrira beaucoup. Dernière question, Éric Woerth. Cet été, à La Baule, vous avez proposé d'offrir aux propriétaires de résidences secondaires de pouvoir voter aux élections municipales sur leurs 2 lieux de vie. Ça vous a valu de fortes critiques à gauche, notamment vous reprochant de vouloir rétablir le suffrage censitaire. Puisque j'ai une maison secondaire, j'ai le droit de voter 2 fois. Ça m'a même valu de lourdes insultes, notamment de la gauche, mais pas que. C'est le bon sens. La taxe d'habitation, elle est complètement transformée. Au fond, il faut toujours tirer les conséquences des réformes qui sont faites. Il n'y aura plus de taxe d'habitation en 2023, sauf pour les résidences secondaires.
Donc vous avez une maison principale et une résidence secondaire, vous avez aujourd'hui le choix d'ailleurs. Je considère qu'à partir du moment où vous êtes le seul à payer la taxe d'habitation dans votre résidence secondaire, il serait assez naturel que vous ayez non pas le choix de voter dans l'une ou dans l'autre, mais pour les élections municipales et uniquement pour les élections municipales et sans doute uniquement pour une résidence secondaire. Pour ceux qui en ont beaucoup, c'est un autre sujet. Mais il y a plein de Français très modestes qui ont des résidences secondaires dont ils héritent, etc. Donc participer à la vie locale en votant pour les élections municipales, ça me semble naturel quand on paye. C'est le contraire du suffrage censitaire. Le suffrage censitaire, c'est que il faut payer, quand vous payez, seuls ceux qui payent votent. Là, c'est seuls ceux qui paieraient, puisque les résidences secondaires continueraient à payer la taxe d'habitation, tout seuls qui paieraient ne voteraient pas. Il y a quand même un tout petit problème de démocratie. Puis de temps en temps, il faut quand même accepter de se dire qu'il faut rapprocher les décisions des concitoyens. Merci Éric Woerth d'avoir été l'invité d'Europe Matin.